Europe 1, Des clics et des claques. Bérangère Bonte. Et nous sommes ensemble donc jusqu'à 22h30 et Maxime Chatham vient de s'installer sur le siège de Raphaël. Juste le temps d'accueillir Pierre de Villeneuve, spécialiste livre à Europe 1. On est ravis de vous recevoir. 2020 est toujours là, dès 20h. Élise avec vos messages. Et oui, plein de questions déjà pour Maxime Chatham, mais j'attendrai. Bon. Et vous êtes là donc avec Ose. C'est le 5e tome, c'est ça, de l'autre monde. Bonsoir, oui, c'est ça, le 5e tome. Ouais. On est ravis de vous accueillir. On va en parler avec Pierre, peut-être, tout de suite pour commencer. 5e tome de cette aventure de Ambre, Matt et Tobias, le trio non pas amoureux, mais le trio presque chevaleresque, parce que si on relit Perceval le Gallois et des romans arthuriens, c'était également ce trio avec un homme, son rival, et la Dulcinée, ou pas d'ailleurs, qui fait un peu le pendant entre les deux. Et alors là, on se retrouve en Europe. C'est la première fois d'ailleurs, parce que tout a commencé à New York il y a 1 an et demi, alors que 5 tomes se sont déjà écoulés et que on a assisté à la mort de la reine Malronce, on a assisté à la mort du père, on a assisté à différentes forces du mal qui ont essayé de mettre fin à la quête de ces enfants qui, après tout, s'étaient réveillés un matin en se disant tiens, il y a une tempête qui est passée, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis qui ont vu des grands monstres, un peu comme sur des échassiers qui sont arrivés avec des lumières telles des lasers et qui essayaient de les tuer. J'essaye de résumer quand même 5 tomes de Maxime Chatham, qui est un peu difficile. Bon, après avoir vaincu les échassiers, après avoir vaincu les cyniques, puis finalement les cyniques qui se sont mis d'accord avec les pans. Les pans, voilà, merci. Ça, c'était dans le 4e tome. Après la mort de la reine Malronce, eh bien les voilà en Europe, prêts à de nouvelles aventures. Mais simplement, voilà une force du mal qui s'appelle Google. Alors GGL, bon, comprenne qui pourra, c'est une force maléfique qui vient d'internet, la pensée virtuelle, voilà, qui vient les contrer. Enfin voilà, c'est ce trio chevaleresque. Une forme de pensée unique aussi. C'est cette forme chevaleresque qui c'est ce trio chevaleresque qui va essayer de contrer cette nouvelle forme dans le dernier tome. Ouais, qui va essayer de contrer Entropia, la fameuse pensée unique qui descend du nord pour envahir l'Europe. On va expliquer un peu plus effectivement Entropia pour ceux qui connaissent pas l'univers de Maxime Chatham, qui est cette... C'est un des univers parce qu'il en a quand même quelques-uns. Hein. Oui, non, il y a les thrillers, il y a le fantastique. Là, on est dans la... comment on dit, on est quatuor et après on dit quintet de l'autre. Ouais, il y en aura 7 en tout. Il y a 7 volumes. Au début, je voulais faire une trilogie et je me suis vite rendu compte que ça allait faire 3 volumes de 2500 pages chacun. Donc j'ai essayé de découper ça de façon un peu plus intelligente et ça forme en tout 7 volumes. En fait, c'est guerre épais x 7 quoi. C'est un peu ça, guerre épais mais avec une vraie réflexion finalement sur l'adolescence. Donc c'est un guerre épais grand public. Ça veut dire que tout ça est déjà construit jusqu'à la fin ? Ouais, tout est construit depuis un petit moment déjà. Ouais. Je pense que c'est intéressant pour un romancier de savoir avant de commencer où est-ce qu'il va. Moi, j'adore le romancier qui émaille son récit de tout un tas d'éléments qui ne font pas nécessairement sens à la lecture, mais quand on arrive à la fin, on se dit ah ouais d'accord, en fait depuis le début, il sait exactement où on va et il m'a embarqué, il a réussi à semer tout un tas d'indices que je n'ai pas toujours vus et j'aime bien le faire sur un roman, mais j'adore le faire sur toute une série. Alors 7 volumes pour moi, il me semble évident de commencer à mettre déjà des éléments intéressants qui ne feraient pas nécessairement sens dès le premier volume, mais dès le premier tome en fait. On peut juste dire que ce trio chevaleresque au départ, pendant les 3 premiers tomes, était poursuivi par la reine Malronce parce que elle tuait les enfants, parce qu'elle avait dans l'idée que chaque enfant avec son grain de peau et ses grains de beauté en fait représentait une carte qui pouvait la rapprocher de Dieu, et que maintenant cette nouvelle force maléfique virtuelle, Entropia, elle est à la recherche de... Elle est à la recherche de l'asservissement, tout simplement, d'imposer sa présence et la pensée unique. Donc, moi, j'ai construit autrement, en fait, sur 2 aspects. Il y avait un aspect pour moi qui, je pense, saute aux yeux, c'est le côté divertissement grand public avec de la féerie, de la magie. Enfin, c'est pas vraiment de la magie d'ailleurs. Attention à ce que tu dis, parce que on va te prendre pour J.K. Rowling, parce que c'est rien qu'avec les personnages, on est très proche d'Harry Potter. Ouais, en même temps, ce sont des univers qui me parlent encore aujourd'hui, en tout cas qui parlent à l'enfant. Ça vous va comme parallèle, ça? Harry Potter? Ouais.
Oui. Alors, en fait, je suis pas très bien placé pour juger parce que je connais pas très bien encore Harry Potter. J'ai pas eu j'ai pas pris le temps vraiment. On en a pas tellement parlé, c'est vrai. Quoi. Non, mais j'ai pas pris le temps de vraiment lire Harry Potter encore. J'ai commencé, mais je n'ai pas encore été jusqu'au bout. Donc, il faudrait que je lise pour vraiment faire le parallèle. Je moque, c'est facile, je sais. Bon, on marque une petite pause et on continue à évoquer ce nouveau roman Ose. Je voudrais qu'on parle d'Anthropia, que vous nous expliquiez exactement. D'ailleurs, vous le faites à nouveau au début du roman. On va écouter. Qu'est-ce qu'on va écouter? Marc Lavoine, peut-être? J'ai vu la lumière, enfin lui, dans des clics et des claques sur Europe 1. Oui, l'amour est mal coiffé, l'amour non identifié, l'amour est un clandestin. Marc Lavoine, J'ai vu la lumière, extrait de son dernier album Je descends du singe, qui est sorti au mois de septembre. Europe 1, des clics et des claques. On est avec Maxime Chatham et on parle d'Ose. Je voulais qu'on parle d'Anthropia. C'est quoi exactement Anthropia? Vous le réexpliquez au début du roman. Moi, de ce que je comprends, c'est tout ce que notre société produit d'excès, on va dire, alors, à la fois de pollution et d'internet. Et là, tout d'un coup, vous me voyez venir. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a eu en fait au début du premier roman une énorme tempête qui a ravagé la Terre, qui a éliminé la plupart de l'humanité, et ceux qui se réveillent, c'est un groupe d'enfants et ils se rendent compte qu'ils sont seuls au début. Ils essaient de se réorganiser, alors de recréer une société, de survivre, et face à eux, ils se rendent compte qu'il y a quand même quelques adultes qui ont survécu, quelques milliers d'adultes qui n'ont plus de mémoire, et s'enchaîne tout un tas de péripéties. Et un peu plus tard dans la série, dans le tome 4, on se rend compte qu'il y a autre chose, il y a une menace au nord, qui est peut-être le pendant de la grande tempête. C'est-à-dire que si la Terre a essayé de mettre une claque à l'humanité pour lui rappeler qu'elle avait été un enfant très désobéissant, qui n'avait plus de respect pour sa mère, Gaïa, si on devait l'appeler comme ça. Dans le même temps, il a bien fallu faire quelque chose de tout ce qu'elle a, pendant la grande tempête, évacué, c'est-à-dire la pollution, l'industrialisation massive et outrancière de l'humanité. Et tous ces éléments-là, les a synthétisés, concentrés à un endroit, tout au nord. Et le problème, c'est que cette forme-là a fini par prendre vie et a pris conscience. Et cette conscience-là, c'est l'intelligence virtuelle, c'est l'Internet qui lui a donné naissance. Et donc au centre de cette entropie, de cette entité qu'on appelle Anthropia, vit une créature qui dirige tout ça, qui est une sorte de réseau maître, qui s'appelle GGL dans le roman. Alors voilà, les personnages ont une façon de prononcer qui ressemble à quelque chose comme Goggle. C'est pas évident à dire, c'est surtout plus facile à décrire en tout cas. Et c'est pas anodin surtout. Non, c'est pas anodin. Et d'ailleurs, les entités que Google envoie sur Terre pour essayer de pourchasser les enfants et pour ramasser de l'information pour Google, ça s'appelle les Repbooks. Ah bon. Avec un orthographe un peu particulier, mais bon, rep étant le viol en anglais et book avec une consonance qui ressemble à un site certainement très connu de tout le monde pour les réseaux sociaux. Oui, on aura compris. Mais derrière ça, il y a en transparence quoi? Quel propos sur tout ça? Il y a finalement le propos d'Autrement, de dire que tous les excès, quels qu'ils soient, forcément ne sont pas bons, et que à un moment ou à un autre, on peut être dépassé par ce qu'on crée, et qu'à un moment ou à un autre, faut savoir qu'Autrement, il y a 7 volumes, donc 7 volumes, ça me permet vraiment de m'installer, de raconter mon histoire épique, et ça c'est le premier degré de lecture, c'est le divertissement. Et puis pour ceux que ça intéresse, derrière, il y a une vraie réflexion dans les 3 premiers, sur la psychologie, sur la construction de l'individu vis-à-vis de ses parents, et dans le même temps aussi sur qu'est-ce que c'est que grandir, qu'est-ce que c'est que le syndrome Peter Pan, ces adolescents qui ne veulent pas devenir adultes, et derrière ça il y a peu à peu la perte de l'identité. Est-ce qu'on cesse de s'appartenir lorsqu'on se répand sur Internet à outrance? Est-ce qu'à un moment Internet ne devient pas une forme à part entière d'existence, peut-être même de conscience qui inverserait les rôles, et c'est un peu la question qui est posée dans Anthropia, c'est-à-dire est-ce que Anthropia n'est pas un moment quelque chose qui nous domine, qui domine l'humanité? C'est pratique d'écrire des romans parce qu'on peut poser les questions sans y répondre vraiment. Sauf que j'essaie d'y répondre quand même. Oui, mais c'est ça que j'essaie de percevoir et que je suis pas sûre de percevoir. J'espère bien, sinon quel est l'intérêt de ne pas lire le roman alors? Non, mais dans le fond, voilà, quand je parlais d'excès ou quand c'est quelque chose contre lequel vous voulez mettre en garde d'une certaine façon. En tout cas, sur lequel je m'interroge moi, et j'essaie de me faire une piste de travail en imaginant ce que ça pourrait devenir si d'un coup on en perdait le contrôle, et si en poussant les curseurs au maximum, est-ce que cette entité-là, si on lui donnait conscience, qu'est-ce qu'elle ferait, qu'est-ce qu'elle deviendrait, quel serait son but? Mais c'est l'histoire de l'humanité, ça, quand Dieu créa la femme, il a perdu le contrôle et ça a été le déluge. Et tout ça est une question aussi sur la religion et sur Dieu. Et ça a plutôt amené des trucs pas mal aussi. Hein.
Europe 1. 20h, 22h30, des clics et des claques. Bérangère Bonte. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h30 avec Maxime Chatham pour Ose, avec également, je ne l'ai pas dit, que c'est publié chez Albin Michel, avec également Pierre de Villeneuve, 20-20 du 20h sur France 5, et Lise Pressac qui attend vos messages, qui en a déjà pas mal, je crois. Et oui, il y a Grissom007 qui vous dit bonsoir, Ose acheter Today, très bien pour le moment, 200 pages, il a déjà lu, donc voilà. Waouh. On n'a pas son âge ? Non. Quel âge les lecteurs ? C'est difficile à dire, je me rends compte un peu lors des signatures. Essentiellement les lecteurs de mes thrillers, donc un public plutôt adulte, et peu à peu on commence à toucher un public plus adolescent qui se retrouve un peu dans la série Autre Monde. Public Harry Potter, on y revient. D'une certaine façon. Alors, on arrive dans la partie de cette émission où l'on se penche sur ce qu'on appelle nous ici votre empreinte numérique, puisque vous adorez Internet, ça tombe bien, vous nous l'avez dit avant. Non, vous n'avez pas dit que vous n'aimez pas non plus, à vrai dire. Faut être honnête. Alors, les recherches les plus fréquentes, quand on tape votre nom dans une barre de recherche sur Internet, vous avez une idée de ce que ça peut être ? Aucune. Alors, Maxime Chatham, Autre Monde. Ça, c'est la série. Maxime Chatham, Mariage, ça c'est du perso. Maxime Chatham, Fnac, et Maxime Chatham, Wiki. Jusque-là, tout va bien. Ouais. 20-20. Alors moi j'ai creusé, tout est gentil sur Maxime Chatham, il n'y a aucun problème sur Internet. Il n'y a pas rien. Épargné. Non, il n'y a vraiment rien. Je suis désolé pour les gens là, si vous cherchez vous du... Non, en revanche j'ai été voir votre blog. Alors super, vous faites un vrai blog à vous. Vous critiquez Google, mais vous avez un blog, vous êtes sur Twitter. Attention, j'ai parlé des excès. Quand on sait s'en servir de façon régulière, mais pas excessive, Internet est quand même très pratique. Eh ben oui, et alors votre blog, j'ai vu votre post du jour qui m'a étonné, mais avant de vous poser la question, j'aimerais écouter un peu de musique. Sourire déjà, alors qu'est-ce que c'est Maxime Chatham ? C'est pas James Newton Howard ça ? Si. Ouais. La musique du film Snow White and the Huntsman. Exactement, et j'étais étonné parce que vous avez écrit un post en disant je vous conseille de lire mon livre en écoutant la musique Snow White. C'est la première fois que je voyais un auteur suggérer une musique pour la lecture. Alors peut-être que Pierre lui a cette expérience, mais c'est assez récent pour moi ça. Je le fais dans tous mes thrillers depuis un bon moment maintenant, parce que j'écris en musique et je me suis rendu compte que c'était... Avec des musiques de films essentiellement, et je me suis rendu compte que c'était vraiment bien pour créer une bulle de concentration, pour s'isoler de la réalité, pour écrire, et ensuite je me suis mis à le faire pour lire aussi de plus en plus, et du coup j'ai eu envie de conseiller à mes lecteurs de tenter l'expérience, et de plus en plus j'ai de retours, donc c'est plutôt positif. Et c'est vrai que pour Autre Monde je l'avais pas fait jusqu'à présent, et donc j'ai décidé sur le blog de... Et là, quelle musique pour l'écriture de celui-là? La musique qu'on vient d'entendre là, de James Newton Howard. Mais en boucle pendant je sais pas combien de temps. Oui, c'est un CD qui doit durer 1 heure, donc 2 ans. On peut... Vous y restez combien de temps pour l'écrire? Ouais. Autre Monde, c'est assez rapide à écrire, comme je sais déjà exactement où est-ce que je vais. Je mets, je dirais, 3 mois et demi d'écriture à peu près, avec des bonnes journées bien remplies. 3 mois et demi avec Snow White. Non, parce que moi en fait, à un moment, je pense que dans la maison, ça doit commencer à... J'ai une vingtaine, trentaine de CD qui tournent pour ce type de livre-là, mais pour la lecture, comme on lit en général 1 heure par-ci par-là, un CD peut suffire. Mais alors, pourquoi vous pourriez pas être le premier auteur, d'ailleurs je sais pas si c'est le premier, encore une fois je me retourne vers un spécialiste, à faire un livre avec musique? C'est-à-dire qu'il y a des auteurs qui précisent par exemple le titre d'une chanson dans le texte, et parfois on se raccroche à la chanson, mais il y a jamais eu, à ma connaissance, un auteur qui a sur un blog ou ailleurs spécifié vous devriez faire ça en écoutant ça. Et même en tablette numérique, ça pourrait le faire, d'avoir une musique en même temps. On pourrait, voilà. Tu pourrais d'ailleurs mettre le CD en même temps que le livre. C'est ça. En 2003, j'ai essayé de le faire pour un de mes bouquins, et c'était très compliqué parce qu'à l'époque, on me répondait qu'il y a une différence de TVA entre le CD et le bouquin. Et je pense que c'était juste une histoire de coût finalement, de fabrication. Maintenant avec Internet, avec les livres numériques, ça devient plus facile, surtout que oui, on peut pirater le livre et le disque. Voilà, je pense qu'on pourrait plus facilement insérer la musique sur un livre numérique. Ouais, c'est une piste de travail, mais il y a encore pas beaucoup de monde qui lit sur du numérique, donc je sais pas si... 50 Shades of Grey, dont on a parlé dernièrement, effectivement, il y a un disque chez EMI qui est sorti à peu près en même temps que le livre chez Lattès. Donc, ce sont les musiques qu'écoutent Christian Grey et Anastasia pendant leur séance de... Ceci dit, et c'est quoi juste ça peut être le canon de Pachelbel, ça peut être un prélude de Chopin, ça peut être l'adagio de Barber, c'est de la musique
classique. On parle de musique dans un roman, mais là il y a une série qui est sortie il y a pas très longtemps, Serum de Henry Lovenbrook, et dedans il y a des dessins à flasher avec son téléphone pour récupérer sur internet des musiques qu'il a fait lui-même exprès pour. Donc ça commence à se faire. C'est inséré directement dans les pages et il faut avoir pour ça QR code. Moi j'aime bien lire Henry Lovenbrook, mais alors l'écouter chanter. Ah, vous savez pas ce que vous. Bon, on s'égare. 20-20. Alors j'ai continué à creuser sur votre blog et je suis tombé sur un post de août 2011 où vous partagez avec vos lecteurs une vingtaine de photos de votre appartement. Alors si je préviens les auditeurs, s'ils y vont, il faut écarter les enfants parce que c'est violent. Ça. Je me suis dit qu'il y avait Valérie Damido était passée par là. C'est ça. Non mais décoration à base de têtes de mort, de momies, de crânes, de cadavres embaumés, de loups-garous. Alors je me dis, est-ce que ça va, Maxime Chatham? Oui, ça va bien, mais en fait c'est un cabinet de curiosité que j'ai essayé de faire dans mon bureau. C'est pas un appartement, c'est vraiment un bureau donc dans lequel je travaille, j'écris. Et il y a en effet une momie égyptienne, il y a un loup-garou de 2 mètres de haut empaillé, il y a tout un tas de choses. Normal, il manque, quoi. Ouais, voilà, il manque juste une petite collection de grenouilles séchées et puis je serai complet, chauves-souris, etc. Enfin, j'ai essayé de créer une atmosphère un peu cabinet de curiosité fin 19e pour créer une atmosphère particulière dans cette pièce. Et je pense ça, que c'est chez assez... vous, près de Paris. Ouais. Et vous vous déguisez quand vous entrez dans la pièce? Non. Non, je me contente d'aller m'asseoir à mon bureau, mais dans une atmosphère qui est assez propice. Cela dit, moi je me demandais effectivement dans quel état, comment ça se passe toutes ces périodes d'écriture. Vous dites 3 mois et demi, mais où le matin vous vous levez et vous replongez dans ce monde absolument incroyable là où on est quand même très 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 loin de... Non, ça repart comme ça chaque matin? Ouais. C'est-à-dire que l'écriture, c'est en tout cas chez moi, c'est quelque chose d'assez continu. Si je m'arrête pas d'écrire pendant 4-5 jours, il y a pas de problème. Le matin, je m'y remets, je suis dedans. Tu l'as dit, il y a la forêt en face. Donc voilà, exactement. J'habite en face d'une forêt, donc c'est vrai que ça aussi, c'est apaisant pour aussi. Le calme. Ouais. Voilà, c'est pratique. Et c'est assez simple quand le matin on se lève, qu'on se remet dans le. Moi, je relis ce que j'ai écrit la veille et ça me permet de me reconcentrer, de revoir mes personnages, les quelques chapitres que j'ai pu écrire la veille. Donc non, c'est une continuité. Faut juste pas s'arrêter une semaine, quoi. Là, ça devient plus compliqué pour reprendre. Bon, mais le soir, vous pouvez complètement riper sur autre chose et ça pose pas de problème. Ah oui, non, ouais, je pense. Ouais. Et encore, la transition est encore plus flagrante avec un thriller quand on est toute la journée avec des tas de bouquins. De temps en temps, ma femme rentre dans la pièce et je me jette sur les bouquins, je les referme. Je vous dis ça parce que ça m'arrive en ce moment. Je suis en train d'écrire un thriller et j'ai des livres avec des autopsies, des dossiers de crimes, etc. Donc, qui me servent pour ma documentation et je ferme tout brusquement pour pas, parce que là, pour le coup, oui, c'est assez. Et il peut riper sur autre chose. Vous parlez de sa femme, attendez. Non, mais du coup, là, en effet, c'est plus la transition est plus marquée quand on sort de 8 heures de cet univers-là assez violent et que le soir on essaie de retomber sur terre à la réalité. Là, ouais, c'est un peu plus difficile. Mais ça me vient maintenant. Quand est-ce que c'est né cette envie de traiter de la mort, des crimes, ces trucs quand même bizarres, des momies? Pourtant, vous avez l'air enfant. Le petit Maxime jouait avec des têtes de mort. Non, mais je crois que Pierre vient de résumer un peu. Stephen King un jour a dit un truc formidable. Il a dit, en écrivant, je me suis économisé des milliers de dollars de psychanalyse. Il y a peut-être un peu de ça derrière tout. Ouais. Tous mes bouquins. Je crois qu'avant tout, moi, j'étais un adolescent qui se posait plein de questions sur la nature humaine, sur ce qu'il y avait de plus noir en l'homme. Voilà, ça me faisait un peu peur. La violence poussée à son extrême, je la comprenais pas. Et j'ai eu, sauf que la plupart des gens vivent ça et ont fini par passer à autre chose en disant juste bon bah voilà, on comprend pas. Moi, adolescent et vers l'âge de 20 ans, j'ai eu envie de comprendre. Je me disais mais la quintessence de cette violence poussée à l'extrême, c'est le tueur en série. Qu'est-ce que c'est que le tueur en série? Comment on l'explique? Et je ne trouvais pas d'explication. Il n'y a pas de vraie explication. On dit oui, c'est un gamin qui a été traumatisé dans son enfance, mais 99,9% des gamins traumatisés ne deviennent pas des tueurs en série. Alors qu'est-ce qui fait la différence? J'avais envie de comprendre, donc je me suis inscrit dans des cours de psychiatrie criminelle, de criminologie, et de là est née mon envie d'en parler et de disséquer la pensée du tueur à travers des romans. Les grenouilles. Oui. Vous auriez pu avoir envie aussi d'aller vers de la douceur, au contraire, un truc un peu apaisant, etc. Je compense avec Autre Monde, justement. Ouais, c'est pas d'une douceur éclatante quand même. Hein. Oh, quand même, beaucoup plus, ouais. Ouais. Bon. Europe 1. Des clics et des claques. Bérangère Bonte. Nous sommes avec Maxime Chatham, on parle de Dose, le 5e épisode d'Autre Monde, et on va s'interrompre quelques minutes pour un coup de cœur, Pierre. Il est fort ce Pierre Devino parce qu'il arrive à donner envie de lire un livre qui a priori, comme ça sur le papier, l'univers de Modiano, c'est pas l'univers qui m'attire le plus, mais là ça y est, j'ai envie de le lire, bravo. Faites-en l'expérience, c'est assez bluffant. Bon, un jour vous ferez le roman comme ça, peut-être pas final, mais qui ressemble à un roman final de revisite de toute votre œuvre.
Maxime Chatham. Peut-être, mais j'espère dans longtemps alors. Non, mais effectivement, c'est sans doute pas c'est pas pour autant que c'est le dernier, mais il y a une façon comme ça, le retour en arrière sur toute la littérature et sur la façon d'écrire. Et c'est pas votre univers, vous dites, c'est quoi votre univers quand vous sortez du vôtre? Je dis ça en même temps, je suis assez éclectique dans mes lectures. Je lis un peu de tout, voilà, dans les maîtres en littérature contemporaine. Moi, je suis plutôt fan, c'est plutôt des auteurs anglo-saxons. Je trouve qu'il y a Brady Udall aux États-Unis qui est assez incroyable dans ses récits. J'aime beaucoup Alessandro Barreco en Italie, mais voilà. Cette histoire-là, ça c'est un de mes livres cultes. C'est vrai. Moi, c'est Océan Mer. C'est le livre que je pourrais lire inlassablement. Mais j'aime tout. J'ai autant de thrillers que et plus j'écris moi des thrillers et finalement moins j'en lis, je crois. Donc. Mais il y a une patte Modiano, mais il y a une patte Chatham aussi. C'est-à-dire que chacun a sa signature. Peut-être que la signature de Modiano, c'est de partir d'éléments qui sont un peu anodins. C'est-à-dire que voilà, il y a eu un livre de Modiano il y a des années de cela qui s'appelait Accident nocturne. C'était une quête aussi d'une femme qui a eu un accident avec une voiture et puis après c'était la quête du personnage qui a provoqué cet accident parce que l'homme a fui. Enfin et Maxime de son côté il a une signature à lui. C'est-à-dire que c'est peut-être dans le côté sombre des personnages. C'est vraiment le cas, par exemple, dans Léviathan et le Requiem des Abysses. C'est le cas dans La Promesse des Ténèbres. C'est-à-dire qu'il y a toujours Moi, ce qui m'intéresse, c'est la bascule qui s'opère entre la vie de tous les jours, le quotidien de tout à chacun, qui à un moment bascule dans ce qu'il y a de plus sombre. Est-ce que Monsieur et Madame Tout-le-Monde peut se transformer en la pire créature si son quotidien se mettait à le pousser vers cette direction? Allez, restez avec nous. On marque une petite pause et on se retrouve avec Maxime Chatham. Des clics et des claques sur Europe 1. Bérangère Bonte. Maxime Chatham est avec nous. Ça s'appelle Ose chez Albin Michel et il y a des questions. On ose les questions sur Twitter et Facebook. Une question de Damien pour vous. D'après vous, quelle est la proportion de vos lecteurs qui vous croient américains et donc traduit en français, vous qui êtes né dans le 95? Ouais, et qui est grandi dans le 95 en plus. J'ai fait des allers-retours avec les États-Unis pendant longtemps, mais enfin, je suis français pure souche. Je crois qu'il y a une grosse majorité peut-être. Souvent, je continue encore 10 ans après. Mon premier roman est sorti il y a 10 ans. Je continue de croiser régulièrement même des journalistes qui me disent « Ah bon, mais j'aurais jamais pensé vous inviter. Je pensais que vous étiez américain. Qu'est-ce que vous faites en France ?» Et j'ai encore assez régulièrement, quasiment toutes les semaines, un email qui arrive dans ma boîte écrit en anglais. Ouais. Moi, j'ai une question très légère par rapport à Pierre de Villeneuve derrière, car je voudrais dire aux gens qui écoutent qu'il a fait son récit sur Modiano sans texte, sans notes. On était bouche bée. Moi, je suis épaté. Je dis bravo, Pierre. Merci. Pierre, je suis épaté. Moi, je dis bravo aussi. Il faut écrire un bouquin maintenant. C'est fait. On écrit le deuxième. Ok, autant pour moi. Donc, on enchaîne. Je vais le lire tout de suite. Dans ces cas-là. Alors, on va revenir à un truc plus terre à terre. Moi, je suis venu sur Internet. J'ai vu que vous aviez un site officiel de fans. Alors, je savais que Scheim avait les Shimmy Soldiers, c'est les fans de Scheim. Lady Gaga et les Little Monsters. Et alors, vous, Maxime Chatham, vous avez les Chathamistes. Au début, ce nom m'a fait un peu peur. J'ai cru que c'était un groupuscule fétichiste. C'est vous qui les avez appelés comme ça? Non. Les Chathamistes, c'était un peu porno. Moi, je croyais. Ça fait Chotému. Les Chathamistes. Sans vouloir. Alors, comment est-ce que vous expliquez cet engouement pour vous, avec des fans? Et je connais pas beaucoup d'auteurs qui ont des groupes de fans avec des noms comme ça, un peu comme Lady Gaga. Qu'est-ce que vous avez dit? Je peux difficilement, je crois que c'est pas à moi de l'expliquer. J'ai la chance aujourd'hui d'avoir des livres qui plaisent. Il y a des gens qui se rassemblent. Et, vous savez, le romancier en général, il aime avoir du succès parce que ça le rassure. La plupart des romanciers sont des gens qui se sentent profondément seuls, désespérément seuls, et quand ils décident d'écrire, donc d'exposer leurs tripes, parce que même quand on écrit un thriller, on y met tout ce qu'on a, toutes ses tripes, tout son âme. Oui. Et oui, enfin pour le coup, là vraiment tout ce qui est plus sensible en soi, et de l'exposer à la critique, on ne le fait que si on a une vraie motivation derrière pour le faire. Et quand ça marche, il y a du monde, ça rassure sur le fait que ce qu'il y a dans notre tête, notre façon de voir le monde, manifestement, elle est partagée par beaucoup de gens. Et ces gens-là se rassemblent. Alors, est-ce que dans mes romans, il y a une façon de dire les choses, de les voir, qui est quelque chose de peut-être assez populaire et qui du coup fonctionne au sens noble du terme, j'entends bien sûr populaire. Peut-être, en tout cas, à vous dire pourquoi les gens sont rassemblés sur Internet pour faire ça, je sais pas. Ce que je sais, c'est que j'ai la chance incroyable qu'ils soient aussi dynamiques sur Internet et que quand je fais une dédicace quelque part, ils se rassemblent il y a toujours un moment ou un autre, un groupe qui arrive en disant voilà, nous on est le représentant chatamiste de telle ou telle ville et on voulait vous saluer et moi ça me permet en général d'être avec des gens de confiance parce que j'ai fini par les connaître pour la plupart et d'aller prendre un verre avec eux après, discuter, d'avoir un vrai retour critique sur mon roman où là les gens sont dans un rapport à l'auteur qui se relaxe un peu, qui se
qui devient un peu plus sain, un peu plus naturel, où on finit par dire vraiment ce qu'on pense du livre. Et pour le romancier, ça c'est précieux. Il y a un contact au-delà de ces rencontres-là, de mail, courrier, qui est important, auquel vous passez du temps. Il y a beaucoup, et là j'ai pas énormément de temps pour répondre à tout le monde, donc je réponds quand un email ou une lettre est assez particulièrement touchante. L'avantage de Twitter, sur lequel je suis présent, est que justement on peut faire des réponses plus rapides et on peut être directement en phase avec la personne, enfin en prise avec la personne. Donc un peu plus sur Twitter, je suis plus spontané, mais c'est vrai que sinon de manière générale sur email et sur courrier, je peux pas répondre à tout le monde. Donc, j'essaye quand. C'est quoi le compte Twitter? Chatham Maxime. Ouais. Original. En fait, je voudrais laisser la parole à Pierre, parce qu'on parlait tout à l'heure de New York et des métros. Maxime a écrit il y a 3 ans La promesse des ténèbres, qui est l'histoire d'un journaliste d'investigation qui va se faire conduire. Mais d'ailleurs, vous-même, vous avez été à la rencontre de ce qu'on appelle le mole people, c'est-à-dire le peuple taupe qui vit réellement. Ce n'est pas une fiction, c'est vrai, ça existe. Il y a des gens qui vivent sous terre à New York au niveau -6, -7, jusqu'à, dit-on, -18. C'est-à-dire qu'on est vraiment complètement en dessous du métro, là. On est vraiment très très loin. Et il y a des gens qui, effectivement, arrivent à vous parler parce que ce sont des gens qui sortent parfois chercher de la nourriture dans les poubelles, dans les stocks, etc. Et puis il y a aussi des gens qui sont complètement en dessous et qui ne sortent jamais. Alors moi je me demande, est-ce que vous qui avez investigué sur ces gens-là, avec le passage de Sandy, ils doivent pas être au meilleur de leur forme là. Mais ça c'est quelque chose dont on ne parlera pas. Ça fait partie de tous les drames qui passent complètement, qui sont passés en silence. J'ai rencontré moi une partie de ces gens qui vivent sous terre, The Mole People, pour écrire mon roman, et je peux vous garantir que ceux qui vivent tout en bas sont coupés de l'information. Même toutes les associations qui aident ces gens-là n'arrivent pas à avoir contact avec ceux qui vivent tout en bas. Ceux que parfois on surnomme les vous rats. qui avez été sur place, on peut se dire qu'ils sont noyés aujourd'hui. Mais c'est ça le problème. Mais qui n'ont sans doute pas eu l'info, les alertes. Je pense qu'ils n'ont pas eu l'information. Je pense qu'on n'a pas été les chercher parce que ces gens-là, on n'arrive pas à les débusquer facilement et à les sortir. Et quand on parle de 42 morts en ce moment aux États-Unis, je peux vous garantir que rien que sur New York, il doit y avoir peut-être plusieurs centaines sous New York, mais on n'en parlera jamais. On n'en parlera jamais parce que les médias new-yorkais eux-mêmes n'en parlent pas. Vous tapez, si vous êtes anglophone, vous tapez The Mole People sur Internet, vous verrez qu'il y a pas mal de sources d'informations, mais qui sont très peu relayées par les grands médias américains. Et pourtant, il y a eu des études scientifiques. Parce qu'il y a des problèmes pour l'immobilier notamment. Oui, pour l'immobilier, pour les quartiers, parce que l'image que ça donne. On ne veut pas se dire qu'il y a 15 mecs qui habitent sous notre immeuble. Non, Giuliani puis Bloomberg ont vraiment lutté contre ça, mais de façon très musclée, donc on n'en parle pas. C'est ça. La grande muette. Et le roman s'appelait ? C'était La promesse des ténèbres. C'est pour moi, pardon de vous le dire en face de vous, mais pour moi c'est le meilleur Chatham. Voilà. Il y a d'autres lieux comme ça sur lesquels vous auriez envie de travailler, parce qu'il y a un côté un peu journaliste dans votre affaire quand même. Oui, c'est pour un thriller, c'est justement ce qui donne son sel à un roman, c'est d'aller sur le terrain, de le préparer avec des gens, avec des rencontres et de visiter les lieux. Il y a d'autres lieux d'investigation comme ça. Il y en a toujours plein en cours. Là, je pars dans un mois dans la partie la plus abandonnée de la Pologne industrielle et dans les mines de sel et les mines abandonnées. Ce qui nourrira sans doute un autre roman. C'est pour le prochain thriller. Bon, en attendant, il y a Ose, donc c'est le 5e d'Autre Monde chez Albin Michel.